Nous attendons l'intervention suivante avec beaucoup d'impatience, parce que des cavaliers hors structure, il y en a beaucoup. Donc je vais vous demander d'accueillir une doctorante, ingénieure et coordinatrice du master spécialisé de la filière équine MESB. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement Camille Eslan, qui va nous parler des résultats de la thèse menée par elle-même sur les cavaliers hors structure. Et de là vont découler sans doute des recommandations pour les capter à nouveau et peut-être les faire revenir dans nos clubs. Ça marche? Il y a un petit bouton vert. Il marche? Maintenant, ça doit le faire. Merci, bonjour à tous. Donc, en fait, je suis docteur maintenant en sciences de gestion, mais les travaux que je vais présenter sont issus en fait d'un travail de thèse CIFRE qui a été financé par la Fédération française d'équitation et encadré par Céline Vial de l'IFCE et Sandrine Costa de l'INRAE. Donc, ces travaux ont eu pour double objectif de mieux comprendre les hors-structures et d'identifier les leviers pour les accompagner, en fait. Donc, qui sont ces usagers hors-structure ? Alors, on les a définis dans l'étude comme des cavaliers propriétaires ou gardiens d'équidés qui gèrent leurs équidés indépendamment de toute structure équestre professionnelle. Souvent, on nous demande combien ils sont, donc on les a estimés, ce n'est bien qu'une estimation, à 200 000 usagers pour à peu près 400 000 équidés. On les a observés à peu près sur tout le territoire français. Certains ont recours à des professionnels, mais en fait, ils ont exprimé des besoins, donc 35% ont des services d'appui dans leur activité autonome. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que quasiment tous sont passés par les centres équestres, mais que seulement 10% les fréquentent encore. Donc là, il y a un petit levier. Leur durée moyenne dans les centres équestres était de 10 ans. On a vu aussi que même si on pouvait penser que les hors-structures se sont organisés parce qu'ils voulaient économiser de l'argent, ce n'est pas la première raison de leur choix. On pourrait aussi croire que c'est pour faire de l'activité physique comme dans d'autres sports auto-organisés, comme peut-être M. Cornelou vous en a parlé hier. Mais en fait, ce qui marque les hors-structures équestres, c'est leur volonté de rechercher de l'autonomie, la liberté, le contact avec l'animal et la nature qu'on a déjà évoqué dans les présentations précédentes, et puis envie d'en apprendre plus sur les chevaux. Et ça peut faire partie des raisons de leur insatisfaction en fait, avec les centres équestres, où ils n'en apprennent pas assez. Mais il y a aussi ce côté bien-être et conditions de vie des équidés qui n'est pas vraiment adapté à ce qu'ils recherchent. Donc en fait, c'est un impact, ce phénomène hors structure, c'est un impact majeur pour les clubs, notamment si on ne prend pas en compte le bien-être, la sécurité. Et puis finalement, on voit que ces hors-structures ont aussi un impact dans la gestion du foncier. Et puis, d'un point de vue territorial, il y a des choses à faire avec eux. Ce n'est pas un phénomène marginal et ça structure déjà une partie de la filière. Quand on regarde un petit peu plus profondément qu'est-ce qui motive à être hors structure, on a bien évidemment le côté relation avec l'animal, l'envie de partager son quotidien et quelque part le fait de vivre et de maîtriser l'hébergement et la nourriture du cheval. De l'autre côté, on a le côté motivation pour la pratique, où là, en fait, on peut voir qu'il y a un décalage entre ce qui est proposé dans les centres équestres et ce que les hors-structures cherchent. Notamment, ils recherchent des activités comme la voltige, la randonnée, qui n'est pas souvent proposée automatiquement par les centres. Donc on voit en fait qu'il y a un décalage entre l'imaginaire des hors-structures et l'offre proposée. On peut voir qu'il y a une prévalence du temps entre l'organisation et le temps dédié aux soins et à la pratique. Et notamment, c'est lié à l'aspect ressources. On voit qu'il y a 3 ressources principales qui structurent l'auto-organisation hors structure. Donc les ressources matérielles, les ressources temporelles et les ressources en compétences. Il faut savoir que ces ressources, elles peuvent être facilitateurs de l'organisation ou
des contraintes, des freins à cette organisation. On a en fait des ressources qui sont ou disponibles ou pas disponibles. Et l'usager peut gagner en autonomie s'il a accès à ces ressources. On peut imaginer par exemple qu'il a du temps, donc il peut s'occuper de son cheval, faire soi-même les clôtures, faire les foins chez lui si besoin est, mais il peut avoir aussi de l'argent pour déléguer à des prestataires, notamment sur l'aspect gardiennage, sur l'aspect agriculteur qui va faire les foins pour lui. Sur les ressources matérielles, on peut voir que l'accès à certains matériels agricoles est très lié à la création de réseaux autour de soi. Pour les compétences, qui est le nerf de la guerre sur l'auto-organisation pour acquérir une certaine autonomie, elles peuvent être acquises dans le cadre d'une autonomie ou d'une auto-organisation héréditaire. Mes parents étaient auto-organisés hors structure, je suis hors structure, je reproduis le schéma. Ou alors, elles peuvent être acquises, et c'est là où les clubs peuvent avoir un levier. On peut proposer des formations pour se former et pouvoir être auto-organisé dans de bonnes conditions. Je n'ai rien oublié sur cette slide. On peut passer à la suivante. Justement, sur les types d'organisation, sur nos répondants, on a regardé un petit peu comment ils s'auto-organisaient. On a repéré 4 types majoritaires. Donc, en fait, le premier, c'est le solo, tout simplement, à 45%. On voit où c'est des gens qui gèrent seuls leurs équidés. Globalement, c'est des gens qui ont le cheval au fond du jardin. Il est à proximité de leur habitation. Et puis, leur plaisir quotidien, leur plaisir, c'est de vivre avec le cheval. On m'a même dit que ça n'avait pas de valeur. C'était indescriptible. Leur niveau équestre à ces gens qui s'organisent en solo est globalement supérieur à ceux qui s'organisent en famille ou entre amis avec un galop 6 minimum. Et par contre, ils nous ont signalé des difficultés pour l'entretien des parcelles, notamment. Pour le groupe en famille, à 31% de notre échantillon, ce qu'on note, c'est que l'accès aux compétences est facilité comme l'accès aux ressources, et ce qui montre bien par rapport à la diapo précédente que les ressources sont vraiment un facteur clé de l'auto-organisation. Ils ont plus de chevaux en moyenne que les autres groupes et ils éprouvent des difficultés pour les soins quotidiens. Pour le groupe entre amis, à 18%, on voit qu'en fait, c'est un allègement des tâches quotidiennes parce qu'on se répartit les tâches entre nous. Et ces hors-structures sont regroupées donc avec des gens, mais attention, il faut avoir un peu le même système de fonctionnement et les mêmes valeurs pour que ça fonctionne. Sinon, c'est moins facile. C'est une organisation qui est avantageuse pour bénéficier de conseils, voire d'équipements. Le dernier groupe, il est petit, mais il pourrait se développer à 6%. C'est un groupe qui s'organise avec les professionnels. C'est des gens qui ont des niveaux supérieurs au galop 6 et ils utilisent les pros particulièrement pour compenser en fait, les absences lors de services ponctuels de gardiennage ou voire d'accompagnement dans les soins quotidiens. Maintenant qu'on a fait les profils d'organisation, on passe sur les profils d'usagers. Comment ces hors-structures pratiquent ? Eh bien, la première réponse qu'on a eue, c'est qu'il y a 4 profils de hors-structure qui pratiquent à cheval et 2 qui sont non pratiquants. Ils préfèrent avoir leur cheval dans un pré, les regarder, les observer, passer du temps avec eux. Parfois, ils ont été en cavalier en club, mais finalement, ils préfèrent toujours rester hors structure et ils ne sont jamais licenciés. On a aussi un profil non cavalier qui, là, pratique plutôt à pied. Et puis, on a des profils comme le baladeur qui avait été décrit dans le persona. Ça, c'était typiquement nos hors-structures qui aiment l'extérieur. Et puis, les multidisciplines qui étaient aussi un persona où on a vu jusqu'à 9 disciplines pratiquées. Et en fait, ces hors-structures recherchent des expériences nouvelles. On a un groupe d'anciens professionnels où là, en fait, c'est globalement pour la mise à la retraite de leur équidé qui se sont un petit peu auto-organisés. Et puis des classiques qui sont des gens qui sont pratiquants en discipline olympique et qui sont parfois encore compétiteurs. Et donc,
avec un haut niveau d'études et de catégories socio-professionnelles, ce qui est assez similaire au public de la Fédération française d'équitation. Donc on voit qu'il n'y a pas d'homogénéité et que les profils sont extrêmement variés, autant dans leurs attentes que dans leurs besoins. Alors, c'est des données de 2023. Donc j'ai bien entendu toute la matinée qu'il y avait déjà des choses qui avaient évolué aujourd'hui. Mais quand même, on voit qu'il y a un désalignement entre les offres qui sont proposées et les besoins de ces hors-structures. Encore faut-il que ces hors-structures qui répondent à 36% « j'ai pas de besoin, j'ai pas de difficulté », ils se rendent compte qu'ils ont quand même quelques difficultés, sinon ils atterrissent comme Antoinette, derrière l'âne, en train de courir derrière Patrick. Donc, il faut quand même les accompagner, ces hors-structures, et ce qui est relevé, c'est que 19% d'entre eux ont du mal à trouver des prestataires adaptés, et pour 25% pour les hors-structures qui ont besoin d'un accompagnement, ce qui ressort à 25%, donc pour un quart des réponses, c'est pour la gestion des parcelles, 25%, pour avoir des prestataires pour une pratique équestre, 25%, pour utiliser les infrastructures, 25%. C'était multi-réponse, hein, donc ça fait plus de 100% au total. Donc en fait, qui sont les prestataires réellement mobilisés? Eh bien, en fait, peu de pros pour la pratique équestre. La pratique équestre n'est pas ce qui est attendu par les hors-structures. Par contre, on voit que, par exemple, pour les soins basiques, vétérinaires, ostéopathes, les hors-structures utilisent des prestataires professionnels. Il y a aussi un recours fort aux agriculteurs locaux, notamment pour la gestion des parcelles, l'alimentation, fourrage, autres. Ce qu'on a noté, c'est qu'il y a une forme de réseau informel qui se crée, notamment pour compenser une offre pro qui est ou inadaptée ou insuffisante. C'est peut-être lié au territoire, mais pas que. Alors, comment on peut les accompagner? Ce qu'on a repéré, c'est qu'on a 4 types de services principaux qui sont à relever, notés par les hors-structures. Et on a testé ces services auprès de structures. On avait fait passer un questionnaire, peut-être vous y avez répondu à l'époque, en 2023. Donc, on a le service lié à la pratique. Voilà. Et on voit que les hors-structures recherchent pour 34% d'entre eux des services liés à la pratique. Mais ils sont proposés à 76% par les professionnels. Et c'est souvent des propositions pour de l'enseignement en carrière ou je retrouve mes petites notes, ou du travail d'équidé, bien sûr. Alors que ce qu'on voit que les hors-structures recherchent, c'est plutôt un coaching avec un moniteur indépendant, de l'information pour aller faire un peu de promenade ou de l'accompagnement même pour ces promenades. On a aussi dans les services agricoles une demande énorme par les hors-structures qui recherchent ces services-là pour 45%, notamment sur l'entretien des parcelles, mais aussi la location d'engins. Et par contre, c'est vraiment très peu proposé par les structures professionnelles qui sont une possibilité de développement attractif. Un tracteur, il peut être dans votre coin de manège, mais par contre, il peut être aussi utilisé pendant le temps qu'il ne fait rien quand vous faites vos cours. Sur la gestion quotidienne, on voit que c'est recherché par 40% des usagers hors structure, mais proposé par 34% des professionnels. Donc il y a une demande importante, il faut peut-être voir comment l'adapter dans les clubs. Et pour les services liés aux infrastructures, c'est recherché à 47% par les hors-structures et proposé à 70% par les professionnels. On peut voir que ce qui est recherché en majorité, c'est l'accès à un rond de longe, par exemple, ou tout simplement mettre à disposition un terrain de mountain trail ou de cross, que les gens n'ont pas forcément chez eux, bien évidemment. Donc on voit qu'il y a quand même une offre à adapter en fonction des besoins et que selon vos possibilités, vous avez des vrais leviers d'action sur ces services. On a testé quelques services et le consentement à payer pour les hors-structures et pour les centres équestres et structures professionnelles. Ce qu'on voit, c'est que, par exemple, ils ont à disposition un budget mensuel de 65 € pour la pratique,
pour environ 5 utilisations. Donc là, on peut imaginer une location de carrière ou de manège. Et on voit que les structures professionnelles peuvent proposer 2 heures de location pour une somme de 25 à 56 euros. Donc là, on a une offre qui match. On peut aussi imaginer une demi-journée de location d'un équipement de transport, un petit camion avec ou sans chauffeur. Et ça peut rentrer dans les tarifs qui sont possibles pour les hors-structures. On a vu aussi pour les services agricoles qu'ils étaient prêts à mettre 150 euros pour une formation notamment. Donc c'était Valérie qui proposait des week-ends thématiques. Ça pourrait très bien être une formation sur la gestion des pâturages pour des équidés. On a vu aussi que lors d'un webinaire fait par la FFE, qu'une gérante de structure qui accueillait des hors-structures proposait des conseils pour l'achat de chevaux, pour de l'information sur le débourrage et qui pouvait ouvrir la porte à d'autres prestations dans la continuité. Alors, je ne vais pas vous demander de lire toute la slide, c'est en fait des paroles qu'on a récoltées quand on a enquêté les gens, donc je vous ai mis quelques exemples. L'idée, c'est de trouver des leviers qui peuvent fonctionner avec ces hors-structures, parce que ces cavaliers hors-structure ne sont pas complètement hors système, mais ils recherchent de la souplesse, du lien et de la reconnaissance. Donc les clubs et les structures professionnelles équestres peuvent être des facilitateurs. On parlait tout à l'heure de l'accès aux ressources. Donc ça peut être une ressource parmi d'autres en s'appuyant sur des solutions innovantes, notamment la mutualisation. Avec un pass infrastructure, on donne un accès à un manège, on donne un accès à une autre aire de travail, ou tout simplement, on est une plateforme locale de mise en relation. On peut être aussi via GeoCheval, qui est déjà un peu dans ce rôle-là de plateforme pour le tourisme équestre. On peut avoir un moniteur pour les hors-structures qui soit donc hors les murs. Ouais, bon, jeu de mots pas terrible, mais c'est le principe du coaching itinérant. Et puis surtout, il faut l'accès vers de l'activité en plein air. On a vu que le territoire pouvait avoir une influence sur l'offre qu'on proposait dans les présentations précédentes. Eh bien, en fait, cette solidarité territoriale, elle est visible chez leur structure où on peut mettre en place un système de gardiennage entre amis ou un système de relais quand j'ai besoin de faire des soins et qui sont très prenants et très chronophages, ou alors tout simplement de partager son foncier. J'ai 1 hectare, tu as 1 hectare, et ben finalement, on va faire des rotations dans nos pâturages. En fait, le club peut devenir un pôle équin, un pivot, notamment sur tout ce qui concerne, et là on est sur la dernière partie, le bien-être et la durabilité. Parce qu'on voit que c'est une demande aujourd'hui très, très intense de la part du public et des hors-structures. Donc si vous êtes axé sur le bien-être, faire des formations, faire des actions dans vos activités qui permettent de développer et de mettre en avant ce côté bien-être et durabilité, ça sera un système pour capter les hors-structures. La prospective. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on a recherché dans l'étude. Par contre, on peut faire quelques suppositions. Notamment, certains ont peut-être vu le rapport de la filière à l'horizon 2040 qui est apparu il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai essayé de rapprocher un peu mes résultats avec ce que pouvait proposer cet horizon 2040. On voit qu'il y a des facteurs qui vont structurer, notamment l'acceptabilité sociale, le bien-être animal, mais aussi en fait le côté pression environnementale. Donc il ne faut pas hésiter à accompagner et former au respect de l'environnement. On a pu voir aussi que la crise économique était un facteur qui faisait que les gens ne se tournaient pas forcément vers l'équitation. Et le fait d'avoir un cheval chez soi peut être moins coûteux, seulement si on ne fait pas de compétition ou qu'on ne déplace pas son cheval. Sinon, on a vu qu'on était dans les mêmes rapports de prix. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a des besoins croissants, notamment en compétences, parce qu'on imagine que le hors-structure va augmenter du fait que les équidés sont retraités. Et aujourd'hui, on n'a plus cette consommation de viande de cheval qui pouvait être un facteur
où les chevaux ne vieillissaient pas. Aujourd'hui, on conserve nos chevaux, ce qui est plutôt une bonne chose. Mais du coup, il faut les soigner plus longtemps, il faut s'en occuper, il faut de l'espace. Et donc, il va y avoir besoin de gens qui soient compétents pour accompagner ces chevaux. Et puis, comme dans toutes les activités auto-organisées, on peut voir qu'il y aura un rôle de la technologie qui va augmenter. Alors, est-ce bien, est-ce pas bien? Ça, c'est encore à débattre parce que la technologie a un impact environnemental non neutre. Donc, il faut quand même le prendre en compte dans nos vies quotidiennes. J'ai perdu mon... Voilà. Donc, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que demain, le hors-structure peut être un allié ou un segment qui s'éloigne des structures professionnelles. Ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que globalement, les hors-structures veulent avoir une pratique durable et font partie intégrante de la filière. On avait vu près de 40% du cheptel était hors-structure. On a des besoins spécifiques avec des vraies attentes en accompagnement et notamment liées à des valeurs très fortes. Favoriser donc l'attachement à l'animal, renforcer l'autonomie, exploiter l'expérience pour la recherche de plaisir. Donc cette partie permet de peut-être pour vous d'être un club hors structure friendly. Et puis on a vu aussi qu'il fallait proposer des structures d'offres cohérentes qui soient matchantes avec ce qu'ont besoin les hors structure et pour avoir ce levier facilitateur. Donc on peut imaginer des ateliers, des formations, transmettre ma passion, un programme intergénérationnel, comme ça avait déjà été évoqué ce matin. Il faut se souvenir que les hors-structures sont pour 30% orientés vers le tourisme équestre. Donc il faut conserver un petit peu un aspect éthique de votre pratique, notamment vers l'environnement, mais aussi vers le cheval. Se souvenir, très important, réintégrer les hors-structures en tant que client régulier, ce n'est pas la bonne démarche. Il faut plutôt proposer une offre adaptée qui est en relation avec les motivations de ces usagers. Aujourd'hui, on a fini d'exploiter ces données et on a fait énormément de travaux de vulgarisation, de transferts qu'on appelle. Donc, il y a eu des articles qui ont été faits dans la REF, des webinaires, un podcast, des articles scientifiques, voilà, tout est accessible gratuitement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, j'ai une autre casquette. Je suis coordinatrice d'un master, comme l'a présenté tout à l'heure Axel. Et on a, dans le cadre de mon travail, une petite enquête sur la formation à l'éthique animale et à l'environnement et à la technologie qui est en cours. N'hésitez pas à répondre. On a besoin de professionnels de terrain dans nos répondants pour pouvoir ajuster, si besoin est, la formation. Peut-être qu'elle vous intéressera. Voilà. Je vais poser la première question. Quel est, d'après vous, le canal de communication le plus efficace avec les hors-structures? Alors, le QR code. Merci à tous. Alors, nous, forcément, quand la Fédération française d'équitation m'a demandé d'aller enquêter sur les hors-structures, comment vous dire que je vous ai dit, mais comment on enquête sur un public qu'on ne connaît pas? Eh bien, en fait, j'ai fait du bouche à oreille d'une part. On se rend compte qu'il y a énormément de gens qui connaissent quelqu'un, qui connaît quelqu'un, et les réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux pour adultes, hein, Facebook principalement. Moi, je ne suis pas très Instagram, mais voilà. Mais réseaux sociaux, réseaux locaux aussi. Il s'avère que parfois, il y a avec les agriculteurs, on a quand même des gens qui se rapprochent pour l'alimentation. Donc, ça peut être aussi un moyen de les connecter. Quand on est structure professionnelle, c'est déjà de mettre en avant des offres qui soient utiles, parce que j'ai eu plein de répondants qui me disaient « mais moi, quand je vais voir ma monitrice parce que j'ai un problème, elle n'est pas capable de me répondre et je ne sais pas vers qui me tourner ». Donc, du coup, restez ouverts à ce public-là quand vous avez des gens comme ça qui viennent chez vous voir. Des questions dans la salle?
Bonjour et merci pour cet exposé très intéressant. Est-ce que vous savez quel est le pourcentage des personnes qui ont leur licence fédérale chez leur structure? Comme je disais, maintenant j'ai un peu un autre métier. Ça fait 2 ans que j'ai un peu quitté cette étude. Je crois que c'était une proportion assez importante. Je pourrais retrouver le chiffre, mais je crois que c'était au moins 40%. Ouais. Ouais. Et qui ont leur licence notamment parce que y a ce côté, on ne sait jamais, je peux aller peut-être faire un peu de compétition quand je suis dans le groupe des classiques, ou c'est un système pratique pour l'assurance. Alors je sais bien que la Fédé n'aime pas trop dire que c'est que pour l'assurance, mais chez leur structure, ça compte quand même. Donc il y a quand même un petit peu, ou l'habitude, parce que comme ils sont quasiment tous passés par les centres équestres, bon, je fais du cheval, j'ai ma licence. Après, il y a aussi une partie de cette population qui ne veut pas se fédérer. Ça, c'est sûr. Olivier Simon, DTN adjoint. Bonjour Camille, merci beaucoup. Moi, j'avais juste une petite question par rapport à la diapo où tu as présenté les différents profils classiques, baladeurs, etc., etc. Est-ce que pour bien qualifier le marché, on sait à peu près combien dans chaque combien de personnes ça représente à peu près pour savoir un peu quels sont les grands équilibres, si on veut réfléchir à des offres dédiées? Oui, je pensais l'avoir mis, mais je ne l'ai pas mis. Alors, les non-pratiquants, c'était un pourcentage extrêmement faible. On était autour de 4% pour les non-cavaliers et 6% pour les observateurs. Sur les anciens pros, on était autour de 10%. Les multidisciplines et les baladeurs représentaient une part très importante. Je dirais autour de 30% chacun, si je me souviens bien. Et les classiques... Le reste. Le reste, mais je crois que c'était à presque 40%. Là, avec tout ça, on est à plus de 100%. Là. Ouais, c'était les baladeurs et les multidisciplines. Je pense qu'on était un peu moins de 30%, mais proche. D'accord. Question. Je pourrais retrouver ces chiffres-là. Je les avais pourtant. Oui, il y avait un outil qui était intéressant quand même pour ramener les hors-structures dans les clubs. C'était le certificat de connaissance aux détenteurs d'équidés et la capacité de détenteur, avec justement un programme qui est fédéral qui était quand même plutôt bien fait sur la capacité de détenteur, que moi j'ai utilisé et qui me permettait de ramener quand même des hors-structures dans les structures qui ensuite découvraient finalement les services qu'on était susceptibles de leur rendre. Ouais. Et entre autres FFE Campus, qui découvrait aussi par cet intermédiaire-là, qui reste quand même un outil qui est extrêmement intéressant. Au-delà de l'assurance de la licence, c'est un outil qui est très intéressant, FFE Campus. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, finalement, la réglementation n'appuie pas forcément pour aller vers la capacité de détenteur ou du moins de certificat de connaissance. Donc, est-ce qu'on a une idée de ce qui peut être envisagé au niveau réglementation, etc., pour peut-être, alors c'est un peu du forcing au départ, mais qui peut s'avérer un outil intéressant pour ramener les hors-structures vers les clubs? Nous faut-il une loi et des amendes? Ouais. Ça faisait partie de notre schéma diminution du hors-structure, où c'était les évolutions qui pouvaient apparaître, c'est l'obligation et puis du coup la vérification de cette obligation, vu qu'en Suisse c'est le cas parce qu'il faut avoir un cheval mais avec un animal à sabot avec, enfin c'est très très réglementé et c'est vérifié. Aujourd'hui en France ça ne l'est pas, donc tant que la loi n'a pas bougé là-dessus, on ne pourra pas... je ne pourrais pas vous donner de réponse. Déborah. Oui, pour rebondir, donc merci de parler de la capacité détenteur d'équidés. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un petit diplôme qu'on a lancé en 2019, qui a pour objet de sensibiliser les cavaliers à toutes les connaissances nécessaires pour s'occuper correctement d'un cheval. Donc il n'est pas de question de technique équestre, mais plutôt de connaissances relatives aux démarches obligatoires, à ses besoins quotidiens, aux soins courants, aux manipulations courantes à faire également. Il se décline en un module théorique de 7 heures, donc dispensé sur le campus FFE, et un module pratique, soit qu'on réalise dans un club qui est habilité à dispenser cette formation, soit qu'on peut obtenir également par équivalence du Gallo 4. C'est une remarque hyper pertinente parce qu'en fait, depuis le 31 décembre 2022, tout détenteur d'équidés particulier est censé doit tester de ses connaissances de l'espèce pour détenir un équidé.
Il y a plusieurs manières de le faire. Une solution peut être de solliciter son vétérinaire. Une autre que nous, on conseille fortement, c'est évidemment de suivre le cursus de la capacité détenteur d'équidés qui donne ensuite par équivalence cette attestation-là. Et c'est vrai qu'on regrette qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de sanctions qui soit appliquée à cette règle-là, puisque finalement, c'est un aspect qui aujourd'hui était plutôt incitatif, mais en tout cas, les services de l'État, quand ils font des contrôles, vérifient pas encore assez automatiquement si les personnes ont cette qualification-là. Donc disons qu'il y a un bout du chemin qui est fait. C'est vrai que nous, on vous incite beaucoup à l'utiliser. Il y a beaucoup de demandes et il y a peu de structures qui sont positionnées pour le dispenser. On a délivré depuis qu'il est créé plus de 12 000 capacités détenteurs d'équidés. Et je pense que c'est effectivement un outil super intéressant pour capter ces propriétaires indépendants qui pourraient du coup découvrir les autres activités du club et puis s'impliquer davantage. Merci beaucoup. Camille, merci beaucoup pour cette étude, de nous avoir parlé de cette étude.